Bonjour, moi c'est Adèle. Bienvenue sur Humian, un podcast créé par SEW Isocom. Dans ce podcast, on questionne tech, notre IA sur l'industrie de demain. Que ce soit autour des ressources humaines, de la maintenance ou même du développement durable, Tech et des invités répondent à nos et à vos interrogations. Alors, rendez-vous tous les 15 jours autour de ma table pour échanger autour des grandes questions qui animent le monde industriel. Dis Tech, prêt à lancer la discussion ? Fermez les yeux un instant et imaginez une industrie. Que voyez-vous ? Vous devez être en train d'imaginer des grandes machines, du métal, du bruit, etc. Et je suis sûre d'une chose, c'est que vous voyez ceci, un univers majoritairement masculin. Ces clichés sont complètement ancrés dans notre imaginaire collectif. Ils influencent les choix d'orientation et parfois même la façon dont on regarde celles et ceux qui travaillent dans l'industrie. Pourtant, sur le terrain, la réalité est bien plus riche et plus diverse. Dans cet épisode de Humian, nous avons choisi de questionner ces représentations. Pourquoi la présence des femmes dans l'industrie reste-t-elle encore perçue comme exceptionnelle ? Qu'est-ce que leur regard, leurs compétences et leur parcours apportent concrètement aux équipes et aux projets industriels ? Et surtout, comment construire une industrie de demain plus ouverte, plus inclusive et plus représentative de la société ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'accueillir Isabelle Roper, chef de projet chez Constellium, qui est un groupe industriel spécialisé dans la fabrication de produits en aluminium, principalement pour les secteurs de l'aérospatial, de l'automobile et de l'emballage. Bonjour Isabelle. Bonjour Adèle. J'accueille également Anne-Bar Roper, chargée de produits réducteurs industriels chez SEW Isocom. Bonjour Anne-Bar. Bonjour. Et Guy Goetz, ingénieur consulting expert mécanique chez SEW Isocom. Bonjour Guy. Bonjour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités, faisons un premier état des lieux. Dis Tech, comment imaginer une industrie de demain où la présence des femmes ne sera plus un sujet, mais une évidence ? Pour moi, une industrie où la présence des femmes n'est plus un sujet, c'est une industrie où la mixité est intégrée naturellement à tous les niveaux, sans être questionnée ni mise en avant comme exceptionnelle. Cela passe par des changements concrets, rendre les parcours féminins visibles dès le plus jeune âge, repenser les environnements de travail pour qu'ils soient accessibles à toutes et tous, et adopter des pratiques de recrutement et de management réellement équitables. À terme, ce ne sera plus une démarche volontaire ou symbolique, mais une nécessité. L'industrie du futur ne pourra relever ces défis qu'en mobilisant l'ensemble des talents, sans distinction de genre. Merci Tech. Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse ? Je suis en accord avec ce que répond Tech. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la présence des femmes, ça reste quand même exceptionnel dans l'industrie, en particulier dans les métallurgies. Et c'est vrai que même les jeunes filles aujourd'hui ne s'orientent pas beaucoup vers les filières scientifiques, comme c'était le cas à mon époque aussi. Je suis obligée de faire le même constat malheureusement. Quand j'ai choisi mon parcours, je ne me suis pas posé la question de la présence féminine. C'est une fois arrivée dans les études supérieures où je me suis dit, tiens, on n'est plus beaucoup de filles. Et pourquoi ? On va essayer de déconstruire ça ensemble pendant tout le long du podcast. Guy, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette réponse ? C'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Les femmes sont peu présentes, mais je pense qu'avec les enjeux de demain, on sera bien obligé, la société sera obligée d'intégrer davantage de femmes dans les métiers qui, jusqu'à présent, leur étaient peut-être moins accessibles. Avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, de vraiment déconstruire tout ça, est-ce que vous pouvez me décrire votre parcours ? Anne-Bar, je te laisse commencer. Eh bien, moi j'ai fait des études jusqu'en terminale scientifique de base. Et puis j'ai choisi une prépa physique-technologie après le bac. Et c'est là que l'effectif féminin a commencé à maigrir drastiquement, puisqu'on n'était plus que 8 filles sur 83 étudiants. Et puis, j'avais vraiment une appétence naturelle pour la mécanique. Du coup, j'ai choisi la filière génie mécanique. Et là, recoupe au niveau de l'effectif féminin, on n'était plus que 2 filles au milieu de 48 étudiants. Et c'est vrai que, c'est toujours été mon appétence, les mathématiques, la physique, la mécanique. Je ne me suis jamais posé la question de est-ce que c'était pour moi ou pas. J'ai fait ce qui me plaisait. Et dans mon parcours étudiant, il y avait d'autres étudiantes qui étaient tout à fait attirées par les mêmes sujets. Comme toi, en fait. Oui. Isabelle, quel est votre parcours ?
Donc moi j'ai un parcours à peu près similaire. En fait c'est vrai que jusqu'en terminale scientifique on était à peu près à égalité filles et garçons. Et je me suis pas non plus posé de questions en me disant ça c'est pas pour moi ou ça c'est pour moi. Et effectivement j'étais aussi intéressée par les maths, par la physique. Donc naturellement j'ai poursuivi dans les domaines techniques. Et je voulais aussi travailler en conception, construire des objets, comprendre aussi tous les objets qui étaient dans mon environnement. Donc c'est ce qui m'a en fait poussée vers des études d'ingénieur. Effectivement, en études supérieures, j'étais aussi surprise de voir qu'on était quasiment plus de filles, quoi. Toutes les filles de terminale scientifique avaient disparu, on était très peu nombreuses, quoi. Par contre, j'ai pas senti de frein au niveau de ma scolarité. Personne ne m'a dit c'est pas pour toi, etc. Donc naturellement, moi j'ai poursuivi. Et ensuite, c'est vrai que dans l'industrie, donc moi j'ai commencé une vingtaine d'années dans l'industrie automobile et on était très peu nombreuses. Alors il y avait quand même des ateliers où il y avait beaucoup de femmes. Moi j'ai commencé dans un atelier dans une entreprise où il y avait un atelier de câblerie où il y avait que des femmes. Bon, bien sûr, le chef c'était un homme, quand même. Il faut quand même laisser les choses dans l'ordre. Et puis voilà. On en parlera après, mais j'ai pas vu, le nombre de femmes n'a pas vraiment beaucoup augmenté en fait dans ces 30 dernières années. Et donc dans mon parcours aussi, j'ai eu l'occasion de travailler à l'étranger puisque je suis partie 3 ans au Brésil et 3 ans en Slovaquie. Et c'est vrai que là, il y avait quand même plus de femmes. Donc on n'est pas traité de la même façon dans tous les pays, tous les pays du monde. Il y a des disparités. On parle vraiment plutôt de la France, mais c'est intéressant d'avoir, on pourra en parler tout à l'heure, des différences en fait entre la France et les autres pays où vous avez travaillé. Guy, quel est ton parcours ? Eh bien, moi, j'ai fait un bac en mécanique et puis, là, il y avait 2 filles à l'époque de la terminale. 2 filles sur combien ? Sur une classe de 28. Et dans les études supérieures, après, j'étais en général avec 1 ou 2 filles parmi 25 ou 28 étudiants. Et après, dans le milieu professionnel, est-ce que c'était comme à l'école, finalement, tu travaillais avec 1 ou 2 filles grand maximum ? Non, au début, quand moi je suis arrivé dans l'industrie, il n'y avait pas de femmes du tout. 0. Et c'est que dans les années 90 où, timidement, de temps en temps, on avait une collègue féminine pour faire les métiers que j'ai fait jusqu'alors. Là, justement, tu parles là de l'évolution dans les dernières années. Est-ce que, Isabelle, vous avez le sentiment que la place des femmes dans l'industrie, est-ce qu'elle a vraiment évolué ces dernières années ? Alors, je trouve qu'elle a évolué dans le sens où, en fait, on est quand même... il y a des métiers qui étaient 100% masculins auparavant qui se sont ouverts à plus de femmes. En termes de nombre de femmes, on est, je pense, le même nombre, voire moins nombreuses en France. Mais ce qui a évolué, c'est que certains métiers qui étaient effectivement réservés aux hommes sont maintenant plus ouverts aux femmes. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a des travaux qui autrefois nécessitaient peut-être une force physique et maintenant les conditions de travail sont améliorées et pour les hommes et pour les femmes, mais ça a rendu l'emploi aux femmes plus accessible. Je parle des métiers en production. Et après, dans les bureaux d'études, c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus nombreux. Même si on reste quand même à un nombre très très limité, quoi. Mais les conditions ont aussi évolué. On fait plus attention au travail des femmes dans l'entreprise. Je vois au niveau de Constellium, il y a un réseau de femmes qui s'est créé au niveau du site de Neuve-Brisac, c'est le réseau NHCL, et qui met en place des solutions pour améliorer les conditions d'accueil des femmes. Donc il y a des salles d'allaitement, des choses comme ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, les femmes peuvent trouver quand même une écoute si elles ont des soucis et elles ont un réseau sur lequel elles peuvent s'appuyer. Ça donne plus envie en fait d'intégrer l'industrie si l'entreprise met en place des choses justement qui sont spécifiques aux femmes. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'aussi Constellium adhère à un réseau qui s'appelle Elle bouge dans l'industrie, donc ça c'est une association au niveau national, et on intervient auprès des collèges, auprès des collégiennes, des lycéennes, pour leur montrer notre métier et pour les inciter aussi à venir nous rejoindre. Anne Barre, est-ce que depuis que tu es arrivée chez SEW ou même dans ta vie d'avant, est-ce que tu as remarqué qu'il y a plus de femmes dans le milieu industriel ? J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup plus.
c'est très timide l'évolution et l'augmentation de l'effectif féminin dans les métiers de l'industrie. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, on communique aussi un peu plus sur la présence féminine parce que ça véhicule une image un peu plus moderne des entreprises. Et je trouve que c'est positif pour créer des vocations parce que si, comme on l'a constaté nous pendant nos parcours d'étudiantes, on était moins d'effectifs féminins, forcément à l'arrivée sur le marché du travail, on n'est pas assez nombreuses. Ça augmente pas assez vite à mon goût. On pourrait être vraiment plus nombreuses, quoi. Là, Isabelle, vous l'avez dit, l'association Elle Bouge, on travaille aussi avec eux là, chez SEW Usocom. Et en fait, pour moi, ces vocations-là, en fait, elles se créent déjà dès l'enfance, quoi. Oui. Il faut en parler aux jeunes filles, même aux jeunes garçons, parce qu'il n'y a pas que... Mais oui, c'est important ce travail-là, en fait. Finalement, peut-être qu'il y a des femmes qui se rendent compte trop tard qu'elles auraient pu faire ça, qu'elles auraient aimé ce milieu-là, mais en fait, elles n'en avaient pas conscience ou elles avaient la mauvaise image. On a encore aujourd'hui une image assez négative de l'industrie, que c'est sale, que c'est difficile, les horaires, ils sont pas cool. Mais en fait, si déjà on a cette image-là au collège, forcément, on va pas vouloir aller travailler là-dedans, quoi. Oui, tout à fait. Il y a un gros travail à faire sur l'image de l'industrie auprès des jeunes. C'est vrai que c'est une image très négative de pollution. On a aussi un peu l'esprit de... Dans notre culture, on a en tête Germinal, la lutte des classes. C'est quand même des stéréotypes qui ont la vie dure et qui font que les jeunes ne vont pas forcément s'orienter vers l'industrie. En tout cas, ça, c'est le cas en France. Mais vu que vous avez travaillé dans d'autres pays, est-ce que c'est les mêmes problématiques? Est-ce que l'image, par exemple, de l'industrie au Brésil, c'est la même qu'en France? Alors, l'image de l'industrie, je sais pas. Je ne peux pas répondre, mais en tout cas, moi, quand j'ai travaillé au Brésil dans les années 2000, dans mon service, il y avait à peu près 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, c'était des jeunes, c'était une entreprise qui était en cours de construction, en lancement. Mais donc, la population, c'était des jeunes de 25 ans à peu près. Mais ils étaient à parité hommes-femmes dans les services techniques, les méthodes, le bureau d'études, etc. Oui, alors qu'on en est encore loin... En France, quoi. Fait. Et en Slovaquie, c'était la même chose. Aussi, c'était des usines qui se montaient avec des effectifs jeunes. Et c'est pareil, on avait 50% de femmes dans les métiers techniques, comme les méthodes ou les bureaux d'études. L'attrait de l'industrie en général, en France, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, est un peu restreint. Aujourd'hui, on a une image un peu négative. Et forcément, côté féminin, cet aspect est encore amplifié aujourd'hui. On aurait intérêt à valoriser, à montrer tous les avantages de l'industrie plutôt manufacturière. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent être derrière un ordinateur et pas forcément être prêts à mettre les mains dans le cambouis. Mais cette façon de faire, ce souhait de faire quelque chose de ses mains, c'est quand même valorisant pour la personne. Et je pense que les femmes ont assez à cœur de faire quelque chose de leurs mains plutôt que de faire des travaux derrière un ordinateur. Oui, de mon point de vue, en fait, il y a plusieurs... étapes importantes dans le passé qui ont conduit à la situation actuelle. Dans les années 80-70, la France a orienté son économie vers plutôt un pays de services qu'un pays d'industrie, parce qu'on avait cette image de l'industrie, c'est sale, ça peut être polluant, tout ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a laissé filer des compétences et le fait d'avoir une forme de souveraineté sur certains process, aujourd'hui, on sait que c'est crucial. Donc, l'image de l'industrie est en train de changer. On est en train de se rendre compte que c'est pas juste sale ou quelque chose qui n'apporte pas de valeur ajoutée et qui ne nécessite pas une vraie compétence ou une intelligence derrière. Et il y a aussi le fait que, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand un élève était brillant pendant son parcours,
on l'orientait fatalement plus vers des métiers de bureau, de derrière l'ordinateur que derrière la machine. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une excellence à aller chercher dans des métiers manuels et qu'on a malheureusement mal orienté des jeunes qui étaient des talents et qui étaient des compétences vers des métiers qui finalement ne leur correspondent pas forcément parce qu'on estime qu'un élève qui est brillant en mathématiques, il doit aller faire une prépa ou je ne sais pas quoi, et qu'un élève qui est faiblard, on va l'orienter vers un métier manuel. Et c'est dommage. C'est le deuxième, pour moi, levier qui a induit une perte parce qu'on n'a pas orienté les gens vers les métiers où ils auraient pu exprimer toutes leurs compétences et leurs talents. Bah oui, je suis complètement d'accord parce que je trouve que, en tout cas moi, quand j'étais collège, lycée, les profs, les établissements, ils avaient tendance à vachement dénigrer tout ce qui était CAP, bac pro. C'était vraiment, comme tu dis, c'était pour les faiblards, quoi. T'as des mauvaises notes, tu vas en CAP. Voilà. T'as des mauvaises notes, tu vas en bac pro. Mais en fait, il y a des gens qui... C'est leur passion, en fait. Je sais pas... Exactement. La mécanique, même, je sais pas, la CAP coiffure, c'est pas un échec. Non. Et en fait, l'école faisait passer ça pour un échec. Donc forcément, c'était la honte d'aller en bac pro. C'était un second choix. Ouais, c'est ça. On ne pouvait pas faire ça en premier choix, on y allait forcément par dépit. Parce qu'on n'avait pas de bonnes notes, alors on ne méritait pas d'aller en filière générale parce que c'était l'élite, quoi. Oui. Alors que pas du tout. Oui, exactement. Et on en a déjà parlé plusieurs fois avec des amis, et même des amis femmes, en se disant que dans la chaudronnerie, dans la soudure, c'est des métiers manuels d'élite où on va chercher des profils de manière très pénible. Et c'est des métiers qui ne sont pas forcément mal rémunérés parce que aussi, dans la projection d'un jeune qui choisit une orientation professionnelle, il a envie d'un métier qui demain va lui permettre de vivre dignement, voire confortablement. Et aujourd'hui, dans ces métiers-là, on peut vraiment bien vivre. À aucun moment, on nous a laissé entendre que nous, on avait le droit d'y aller. C'était pour les gens qui étaient moins forts que nous. Alors que quand on a envie comme ça d'être... j'ai l'impression de dire un peu perfectionniste, mais quand on a envie de faire vraiment très bien les choses et tout, ce genre de métier où il faut vraiment beaucoup d'exigences, beaucoup de dextérité, je pense qu'on se serait bien plu. Oui. Surtout que si on parle uniquement de salaire, je suis persuadée qu'il y a des métiers en tension justement où la soudure, on gagne mieux qu'un ingénieur. Qu'un jeune ingé, absolument. Oui. La rareté fait que les salaires ils explosent, moyens de tout ce qui est manuel a vraiment augmenté. Et je pense que les gens qui brillent dans ces filières-là, qui vont faire de la soudure pour les sous-marins ou pour certaines chaudronneries un peu délicates dans la pharmaceutique ou quoi, c'est pas forcément des gens qui étaient mauvais en classe. Oui, je pense pas non plus. Voilà. Pour continuer sur le sujet, Isabelle, je voulais savoir si vous aviez déjà rencontré des difficultés liées au fait que vous soyez une femme, ou est-ce que, au contraire, ce qui vous a aidé à trouver votre place et à vous affirmer dans votre métier? Alors moi, j'ai rencontré une difficulté particulière, c'est au moment de la maternité. Quand j'ai eu mon premier enfant, quand j'étais enceinte, donc je changeais de service aussi. Et quand j'ai annoncé à mon chef que j'étais enceinte, il m'a dit on va faire avec. Alors qu'auparavant, j'avais dire félicitations. Non, voilà. Alors qu'auparavant, j'avais un collègue qui allait être papa, tout le monde s'est félicité, c'est une bonne nouvelle, etc., etc. Bon, ça c'était la première anecdote, on va dire. Mais la deuxième, ça s'est encore moins bien passé, puisqu'en fait, là, j'étais en expatriation. Mon congé de maternité avait été organisé avec mon responsable hiérarchique, etc. Et puis, le directeur de l'usine, localement, a décidé que mon absence n'était pas compatible avec mon poste. Donc, il a bloqué, en fait, mon retour de congé de maternité. Ma fille avait était déjà née, j'allais reprendre le travail dans un mois. Et donc, mon responsable m'a appelé en me disant « Tu ne peux pas revenir en Slovaquie, le directeur de l'usine ne veut pas que tu rentres, que tu reprennes ton poste. » Et au même moment, donc dans le groupe dans lequel j'étais, c'était quand même un groupe de 200 000 personnes, comme quoi savoir gérer des congés de maternité, même dans des groupes comme ça, c'est compliqué. Il y avait une promotion justement des métiers du métier de la femme dans l'industrie. Donc j'ai contacté la direction à haut niveau de l'entreprise, j'ai expliqué ma situation. Et finalement, donc, il y a eu une pression pour que je revienne, que je reprenne mon poste. Ouais, mais il faut quand même, c'est quand même dingue de se dire on est obligé de forcer pour récupérer son travail, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est soit on est maman, soit on travaille, en fait. C'est ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseau sur lequel j'aurais pu m'appuyer, ce qui est
peut-être plus le cas. Donc, c'est l'entreprise dans laquelle je ne travaille plus, mais dans les entreprises, maintenant, il y a quand même beaucoup de réseaux de femmes sur lesquels on peut peut-être s'appuyer. Et je pense que c'est peut-être plus facile maintenant. Mais tout ça pour dire que même si l'entreprise elle a une politique volontariste d'accueillir les femmes, localement, il peut y avoir certains managers qui n'adhèrent pas du tout à ces idées-là et qui bloquent en fait le système, quoi. Donc maintenant, grâce à ces réseaux, je pense que les femmes peuvent quand même se faire entendre. Et j'espère qu'en tout cas, c'est plus facile maintenant, quoi. De mon côté, oui, j'ai eu des méfaits liés à mes grossesses, enfin surtout la première. Mais ce que je trouve un peu regrettable, c'est que la façon dont est reçu ce genre d'événement est incroyablement différente entre un homme et une femme. Et puis, les hommes peuvent être amenés à être absents pour d'autres raisons dans la vie, hein. Un accident de ski, une grosse fracture, ils peuvent être absents plusieurs mois. Et personne ne remet en cause quelqu'un dans son poste suite à ce genre d'accident. Mais alors, si vous avez le malheur de faire un enfant, c'était une action volontaire, vous avez trahi l'entreprise et donc il faut payer le prix. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Et moi, je trouve ça vraiment dément. Parce que aujourd'hui, on a une baisse de la natalité et tout le monde se questionne sur « mais mon Dieu, mais pourquoi ?» Eh ben, il y a à peu près 150 pourquoi. Et celui-là est un gros. Je pense que c'est important que ça reste quand même un événement heureux et de se rendre compte que ça fait partie de la vie. Moi, à l'époque où j'ai été embauchée, à mon entretien d'embauche, on m'a posé la question de si je voulais des enfants et quand. Et on m'a dit, c'est bien que ce soit pas tout de suite. C'est illégal. On n'a plus le droit maintenant. Enfin, je sais pas si c'est illégal. C'était déjà ça illégal. l'était déjà. Oui, ça l'était déjà. Mais c'est juste pour dire, oui, il y a eu des changements. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être encore des gens qui ont ce genre d'a priori ou d'inquiétude. Je veux dire, de nos jours, les femmes, elles font 2-3 enfants, en général, pas plus. Donc, sur une carrière de plus de 43 ans, je trouve que c'est un peu dommage de regarder la femme comme le potentiel maillon faible qui va s'absenter pour une maternité. Une société a besoin de continuer à avoir des nouvelles personnes et avoir des enfants. Et aujourd'hui, technologiquement, les femmes sont les seules à pouvoir le faire. Et il faut faire avec. Et aussi, dans mon parcours d'étudiante, je voulais aussi rajouter une chose, c'est que moi, quand j'étais en classe prépa, c'était donc ça s'appelait Maths Sup Techno à l'époque, donc c'était assez technique. Et il n'y avait pas un internat pour les filles. Donc tous les garçons étaient dans l'internat, et puis on était 2 filles. Nous, on n'était pas à l'internat. Donc ça, c'est aussi un des avantages. Alors j'espère que maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est aussi un des avantages, surtout quand en classe prépa, le fait d'être à l'internat, c'est quand même un sacré avantage pour pouvoir travailler avec ses collègues. Et ça, c'était le cas à l'époque. Ça me fait penser, j'avais discuté avec une femme qui travaille là chez nous à SEW Isocom. Et elle m'avait raconté que son premier stage, elle l'avait fait dans une petite entreprise, je ne sais plus exactement, une petite industrie. Et qu'en fait, cette petite entreprise n'avait même pas de vestiaire pour femmes, ni de toilettes pour femmes. Du coup, vu qu'elle était obligée d'avoir des vêtements de travail, elle devait se changer dans les toilettes pour hommes, dans les petits KGB. Et en fait, elle est vite partie, quoi. Ça l'a complètement dégoûtée du milieu parce qu'en fait, elle se sentait pas du tout accueillie. Ah oui, mais ça me surprend que moyennement. J'ai déjà vu effectivement des industries où il n'y a pas grand-chose de prévu pour les femmes. J'ai été à un moment donné dans un service maintenance où dans la salle de pause café, c'était tapissé d'images pornographiques et c'était normal pour eux. Guy, je me tourne vers toi. Là, on parle des difficultés que Anne-Bar, Isabelle et peut-être d'autres femmes certainement ont vécues. Est-ce que toi, tu avais conscience de ces problématiques ? Alors, au début de ma carrière, pas vraiment. Personne n'en parlait. Mais ces dernières années, je pense que la prise en compte de la problématique particulière pour les femmes dans l'industrie a été quand même prise en compte, ne serait-ce que parce qu'on manque de personnel en général. Et l'idée de former, d'incorporer, d'intégrer des femmes dans l'industrie a quand même fait son chemin entre-temps. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas encore suffisamment nombreuses, mais moi, à titre personnel, j'ai quand même vu que les filles étaient mieux intégrées dans des parcours comme les prépas actuellement ou même dans des écoles d'ingénieurs sans prépa. Il y a quand même de plus en plus de femmes qui se présentent et qui sont admises dans des cursus
qui était jusqu'à présent plutôt réservé à la gente masculine. De ton point de vue, du coup, d'homme, est-ce que tu penses que vous pouvez faire quelque chose pour favoriser un environnement plus inclusif ? Eh bien, disons que l'approche concernant les formations doivent quand même être intégrées dans les cursus d'orientation, déjà pour commencer. Peut-être il faut présenter l'industrie à des jeunes filles, même avant leurs 18 ans. Donc, commencer par présenter l'industrie à un jeune public pourrait être une piste pour favoriser le travail des femmes dans l'industrie. Et au-delà de favoriser le travail, une fois qu'elles sont là, on a évoqué des difficultés quand en fait elles sont déjà en poste liées à la maternité. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites, quoi ? Aujourd'hui, dans l'aménagement des horaires de travail, on peut aujourd'hui quand même facilement trouver des solutions pour que chacun puisse récupérer ses enfants, aménager des temps de travail. Le temps de travail, c'est quand même aujourd'hui tout à fait faisable, même pour des postes, des travails postés, quoi. Je pense que vers ce genre d'aménagement, ça pourrait favoriser aussi l'accès des femmes à l'industrie. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait d'encourager les hommes à prendre leur part de la charge familiale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait peur à une équipe au retour du congé maternité, c'est une potentielle baisse de disponibilité des jeunes mamans. Si demain, on encourage un peu plus les papas à faire leur part, il n'y a plus de différence après l'accueil d'un enfant entre les femmes et les hommes. Oui, c'est aussi à la maison que ça doit se passer. Oui, parce que j'ai l'impression quelque part qu'on autorise plus facilement à une maman à être auprès d'un enfant malade ou des choses comme ça, ou à prendre un temps partiel, que si c'est le papa qui le fait, c'est un peu moins bien accueilli quand même. Donc on est peut-être un peu avantagé de ce point de vue et je trouve ça un peu dommage. Bon, après, avec l'extension du congé paternité qui a été voté récemment, je pense que ça en a pris le bon chemin. Anne-Bar, est-ce que tu as l'impression que les femmes doivent encore faire leurs preuves plus que les hommes dans les métiers techniques, ou même de manière générale ? J'ai envie de dire de manière générale, oui. Et par rapport à l'aspect technique, par moment, oui. Il est déjà arrivé par le passé qu'un client me pose une question en me demandant à avoir un technicien en ligne et que je lui dis je peux vous répondre, qu'il finisse par me poser la question et puis il a quand même un peu envie de me prouver qu'il lui fallait un technicien et donc il va pousser un peu plus pour voir un peu jusqu'où il peut aller au niveau de la qualité technique de la réponse. Ça me fait un peu sourire parce que c'est un peu has-been comme approche, c'est de moins en moins le cas. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'au niveau de la nouvelle génération, eux ne se posent pas cette question. C'est beaucoup plus naturel pour eux d'avoir des interlocuteurs féminins, même dans le milieu technique. Oui, moi, ce que je pourrais rajouter sur ce sujet, alors c'est pas vraiment faire ses preuves, mais quand je suis arrivée dans certains services, à la suite de mutations, quand il n'y a que des hommes, c'est vrai que certains ont à un moment un sentiment de retenue ou d'interrogation. Ils sont un peu surpris de voir une femme arriver à ces postes-là. Et les premiers temps, il y a quand même je ressentais, moi, une certaine appréhension vis-à-vis de moi. Puis après, quand le temps passe, ça s'estompe. Et c'est vrai qu'avec certains collègues masculins, on sent une certaine retenue ou une certaine appréhension. Ils se comportent pas pareil, en fait. Voilà. Ouais. Ils se comportent pas pareil quand je suis là. Des fois en mieux, parce qu'ils sont peut-être moins... Grivois. Ouais. Mais c'est vrai que la présence d'une femme, des fois, peut changer l'atmosphère et aussi être source d'interrogation. Et Guy, toi, tu penses que les femmes, elles doivent plus faire leurs preuves ? J'ai quand même l'impression qu'en France, oui, plus tôt. Qu'elles doivent faire leurs preuves avant d'être reconnues comme étant l'égale des hommes dans des postes identiques. Après, comme tu disais, Anne-Bar, je pense que c'est aussi une question de génération. Finalement, là, les exemples qu'on prend, c'est l'ancienne génération où les femmes ne travaillaient peut-être pas encore ou alors très très peu. Donc, je pense qu'ils ont du mal avec cette idée-là. Mais les nouvelles générations, comme tu dis, c'est normal. Oui. Tout le monde travaille. Oui. Homme ou femme, alors on se pose pas la question, quoi. Oui, et puis, comment dire, c'est un vrai sujet du moment.
Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes hommes qui arrivent dans la vie active, ils ont été éduqués à ne pas avoir ce genre de réaction vis-à-vis de collègues féminines. On leur a assez de fois rabâché qu'il n'est pas de bon ton, du moins ouvertement, de mettre en cause la compétence de quelqu'un par rapport à son genre. Il y a énormément de discussions sur le genre en général en ce moment qui font que cette nouvelle génération n'a pas la même approche. Mais là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, on n'a pas besoin que de dire aux filles tu peux faire ça, mais aussi le dire aux garçons. Donc déjà, dès qu'ils sont petits, les garçons, voilà, une fille, elle est comme toi, elle fait pareil que toi, elle peut faire pareil, donc on fait pas... on les éduque aussi. Oui. Voilà, c'est important. Ouais. Oui. On en a déjà un petit peu parlé avant, Guy, tu en as un petit peu parlé. Selon toi, qu'est-ce qui devra changer dans les prochaines années pour attirer et retenir plus de femmes dans l'industrie ? Déjà, la communication dès le collège, en fait. Quand un enfant qui est attiré vers l'industrie, vers des métiers réputés manuels, il faudrait ne pas lui opposer un blocage. Dire, ok, c'est une de tes possibilités de formation pour le futur, et tu peux très bien t'épanouir là-dedans, tu peux bien gagner ta vie, avoir un esprit ou un regard positif sur ce genre d'appétence, je dirais, d'attirance naturelle. Il ne faudrait pas se limiter à lui présenter un tableau plutôt noir de l'industrie, mais plutôt lui dire tu as tes chances dans ce domaine, même si c'est peut-être un domaine un peu inconnu, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'industrie, forcément. Même en tant que parent, on ne sait pas forcément quels sont les métiers qui sont ouverts à nos enfants, puisque les métiers évoluent et forcément on n'a pas tout vu. Personne n'a cette caractéristique non plus. Donc il faut laisser les enfants développer leurs projets. Et si ça les intéresse, si vraiment ils veulent rentrer dans les filières techniques, il ne faut pas y opposer de frein. Moi, je pense que si on veut attirer plus de femmes dans l'industrie, il faudrait aussi qu'on ait plus de modèles de femmes qui ont réussi dans cette voie-là et les mettre plus en avant, parce que c'est vrai que peut-être les jeunes filles ne se projettent pas dans ce type de métier. Et c'est vrai, quand on voit les chefs d'entreprise, on parle tout le temps c'est souvent quand même des modèles masculins. Alors, il y a quelques femmes qui sont mises en avance, mais il y en a encore trop peu aujourd'hui. Et il faudrait qu'on mette beaucoup plus en avant pour que les jeunes filles puissent se projeter dans ces carrières. Anne-Barge, j'aimerais bien que tu m'as raconté quelque chose avant l'enregistrement par rapport justement au modèle féminin. Si tu veux bien le partager. Oui, en fait, je suis dans une lecture actuellement qui s'appelle Les Grandes Oubliées. Et en fait, ça parle du fait que justement, les figures féminines dans l'histoire, elles ont été largement effacées. Qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens, quand on dit aux gens, il manque des figures féminines, et on dit non, c'est pas vrai, on en connaît des figures féminines, et c'est les 4 mêmes qui reviennent. Donc, par ordre chronologique, on a Simone Veil, Marie Curie, et après on bascule directement dans Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc. Donc on a 4 figures féminines pour plus de 2000 ans d'histoire, c'est assez fantastique. On a la chance que le nouveau Thomas Pesquet, c'est une femme, c'est Sophie Adeno, mais c'est vrai que des figures féminines, il n'en a pas beaucoup, que la conquête de l'espace, c'est quelque chose qui paraît quand même comme hautement technique et un domaine très isolé, mais c'est vrai que les figures féminines manquent, et je pense que ce n'est pas un hasard. Dans l'histoire, il y a beaucoup de grandes découvertes qui ont été réappropriées à des hommes, où il y a des grandes choses dans l'histoire où on a gentiment omis qu'il y avait des grandes femmes derrière, et c'est dommage. Mais pour l'avenir, pour que les jeunes femmes ou les jeunes filles qui sont en train de se construire un projet d'avenir professionnel, pour moi, il y a 2 choses importantes à dire. La première, c'est que très longtemps, dans l'imaginaire des gens par rapport à l'industrie, les filles qui pouvaient venir, il fallait qu'elles soient des garçons manqués. On ne peut pas être très féminine, pleinement épanouie dans sa condition de femme et aller dans ce métier-là. Or, aujourd'hui, il n'y a rien de plus faux. On peut tout à fait être féminine autant qu'on veut. On a une carreleuse alsacienne super connue qui est ultra féminine, qui a des manucures de folie et qui pose des carreaux gigantesques comme ça.
Et c'est un métier physique et elle y excelle. Et la deuxième chose, c'est que, et là, j'ai écouté une interview, c'était assez marrant, qui disait qu'aujourd'hui, quand vous postez une offre d'emploi pour un métier vraiment très hautement qualifié, vous allez recevoir des CV d'hommes qui ont 10% des qualifications attendues, mais parce qu'ils ne doutent pas, eux, de leur capacité à pouvoir remplir ce poste, alors que des femmes qui auraient les compétences à 95% se demandent si les 5% restants ne vont pas être vraiment un frein pour exercer ce métier-là ou pour occuper ce poste. Et donc les femmes ont toujours comme ça cette espèce de doute sur leur légitimité, ce frein. Il ne faut pas douter. Quand vous pensez que quelque chose peut vous plaire, vous pouvez le faire. Allez-y, vous pouvez le faire. Pour revenir du coup sur la question initiale, parce que là on a un peu divagué, mais Anne-Barre, qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour attirer plus de femmes dans l'industrie ? En fait, on a déjà ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait changer, c'est juste l'image. Parce que j'ai pu être une maman, j'ai pu bénéficier d'un espace pour tirer mon lait quand j'ai eu mon bébé et que je voulais continuer à l'allaiter. J'ai une équipe où ils n'ont rien eu besoin de changer, pas un iota par rapport à mon arrivée. On a déjà ce qu'il faut. Il n'y a rien à changer, à part peut-être l'image. Arrêtez de dire à des gamines de CP qu'elles sont moins fortes en mathématiques que les garçons. Arrêtez de dire à des jeunes filles que si elles sont bonnes en matière scientifique, elles feraient mieux de faire médecine. Aujourd'hui, il n'y a rien qui empêcherait que les filles viennent chez nous dans l'industrie. Tout est là. Avant de terminer, j'aurais encore une question. Isabelle, selon vous, quels signaux vous ferez dire que la question de la place de la femme dans l'industrie, ce sera plus un sujet ? En fait, on représente 50% de la population. Donc, quand on aura 50% de femmes dans tous les secteurs industriels, la conception, les méthodes, et à tous les niveaux hiérarchiques, quand on sera à 50%, c'est que ça ne sera plus un problème. Et quand on ne se posera plus la question, qu'on ne fera plus ce type de podcast, ce ne sera plus un problème. Je voudrais encore juste rajouter le fait de l'image des femmes où on n'a pas beaucoup de modèles féminins. Alors, je me dis, dans l'histoire, il y a quand même eu des moments, dans l'histoire récente, il y a eu quand même des moments où les femmes étaient plutôt à l'honneur. C'est par exemple dans des périodes pas trop glorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, où en fait, les plus grands actes de résistance étaient orchestrés par des femmes parce que les hommes étaient absents. Et donc, on peut se dire que dans une période critique, comme là, en ce moment, on est quand même dans des périodes assez critiques et économiques et au niveau démographique. Dans des périodes critiques, on doit pouvoir compter sur la présence féminine, y compris dans l'industrie. Mais là, tu vois, les exemples que tu cites, j'ai l'impression qu'on s'en est rendu compte très tard de l'impact des femmes. Là, tu as parlé de femmes pendant les guerres. Moi, ça me fait penser en Angleterre aux suffragettes. Mais en fait, à l'époque, on pensait qu'elles étaient hystériques. Alors qu'aujourd'hui, on va se dire, mais c'était super, ces femmes-là. Ah oui, c'est elles qui ont fait tourner ce qui restait de l'économie dans des périodes critiques. Mais c'est ça, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes, elles ont fait tourner les usines parce que les hommes étaient au front. Oui. Et personne ne s'est posé la question, mais est-ce qu'elles vont être compétentes ? Et qui c'est qui va faire la cuisine ? Je veux dire, elles y sont allées et ça a très bien tourné. Et après, une fois que tout est revenu dans la norme, oulala, on a vite oublié tout ce qui s'était passé. Je veux dire, si la reine d'Angleterre a pu réparer des camions, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Oui. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, on s'en rend compte trop tard. On ne s'autorise à le faire qu'en cas de crise majeure. Voilà, c'est ça. Bon. On pourrait encore en parler de ce sujet, je pense, pendant des heures. Je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de continuer encore de parler, mais à un moment, il faut qu'on s'arrête. Donc, si on pouvait encore poser une dernière question, enfin, plutôt, est-ce que s'il y avait encore un conseil à donner, Anne-Barre, quel conseil tu donnerais en fait à une jeune femme qui hésite à se lancer ? Alors, si elle se pose la question, c'est qu'elle a envie, et ça veut dire qu'il faut qu'elle vienne. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers possibles. Si elle a une appétence, si elle a envie de venir dans ce métier-là, alors il faut le faire. Et ça se trouve, elle aura déjà des collègues féminines qui sont là. Et ce qui est aussi vrai, c'est que aujourd'hui, il existe des passerelles en différents métiers, dans les différents métiers, dans les différents domaines, que ce soit industrie ou par exemple le paramédical ou un autre travail manuel comme la menuiserie, par exemple, un exemple typique.
c'est que on pourrait très bien imaginer que quelqu'un qui a de l'appétence pour l'industrie fasse au moins la démarche pour essayer. Si jamais ça ne devait pas convenir à l'usage, parce que il y aurait quelque chose qui serait contre nature pour cette personne, pour cette femme, eh ben, elle aurait toujours la possibilité, même après coup, de s'orienter vers d'autres métiers. Ce n'est pas irréversible aujourd'hui. Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, quand on s'engageait dans une filière, c'était plus compliqué d'en changer. Aujourd'hui, c'est quand même totalement possible et reconnu dans la société. Oui, surtout que maintenant, c'est plus une honte, en fait. On a le droit de se tromper. Ah oui. Et il n'y a pas de problème. Et c'est jamais vécu comme un échec. Non. Donc, c'est cette possibilité de trouver des passerelles, c'est quelque chose qui est vrai pour sortir de l'industrie, mais forcément aussi pour y rentrer. Et Isabelle, quel conseil vous donneriez ? Si une jeune fille me demandait un conseil, je lui dirais qu'aujourd'hui, le monde du travail est en train de se transformer et qu'on a beaucoup de défis à relever. En ce qui concerne le réchauffement climatique, la gestion de l'énergie, tous nos métiers qui vont être transformés avec l'intelligence artificielle et qui sont déjà en train de se transformer. Donc moi, je lui dirais, si tu veux un métier passionnant, plein de sens, et que tu veux contribuer, justement, être acteur de ces changements, rejoins-nous et viens dans l'industrie et tu trouveras ta place, tu trouveras des métiers passionnants. Si on devait résumer tout ce qu'on vient de se dire en quelques phrases, c'est que la place des femmes dans l'industrie ne relève ni de l'exception ni du symbole. Elle est déjà une réalité, portée par des parcours, des compétences et des engagements très concrets. Derrière les clichés, il y a des femmes qui conçoivent, qui pilotent, qui innovent et qui transforment l'industrie au quotidien. Et il y a aussi une prise de conscience collective. Pour relever les défis industriels de demain, la mixité n'est pas un plus, mais un levier essentiel. En revanche, cette transformation ne repose pas uniquement sur les entreprises ou les employeurs. L'orientation vers les métiers industriels commence bien plus tôt, dès l'enfance. C'est dès les premiers choix scolaires, dès les premières représentations qu'il est essentiel de montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons que l'industrie est aussi un secteur accessible à tous, ouvert et porteur d'avenir. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir si l'industrie peut accueillir plus de femmes, mais si elle peut se permettre de s'en passer. Et si cet épisode peut contribuer même modestement à faire évoluer les regards, alors ce dialogue est déjà en marche. Merci à nos invités pour leur témoignage, leur sincérité, bienveillance. Merci. Merci Adèle. Merci Adèle. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Umian. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail podcast.umian@usocom.com. À très vite.